Merci de nous choisir, mesdames et messieurs. Vous nous regardez de partout à travers le monde. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Littératura. Nous avons le plaisir de vous présenter l'ouvrage intitulé Un cri contre la guerre. L'auteur est avec moi sur ces plateaux. Il s'agit de François Lambert Kiyongé, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, merci bien. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, notamment Approche après la mort, c'est Les beaux temps, bénéfices secondaires de la mort. Elles ne sont plus mineures, cet ouvrage qui a fait la pluie et les beaux temps par rapport à une catégorie de personnes. Poésie contre les hérésies, Mongali ou la déchéance de l'orgueil masculin. Sorcellerie ou mythologie africaine, l'auteur que vous découvrez, pour vous qui le voyez pour la première fois. Il est donc chercheur, il est écrivain congolais, licencié en sciences de l'information et de la communication à l'université de Lubumbashi. Il est en parcours de thèse au sein de cette même université. Encore une fois de plus, bienvenue dans ces cadres où le livre s'exprime de soi. Merci bien, cher Christian. Alors, vous parlez d'un cri contre la guerre. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Est-ce que la situation sécuritaire dans la partie est du pays a constitué pratiquement la motivation d'écrire sur la guerre? Voilà, lorsque vous regardez le livre déjà dans les parties avant d'arriver dans le corps du travail, vous allez trouver que j'ai fait une dédicace à une certaine Myriam Bika, que je n'ai personnellement jamais rencontrée, mais un jour, pendant que j'étais en train de regarder la télévision, elle est une musicienne dont j'ignore d'ailleurs l'origine, elle était en train de chanter sur la guerre. Et pas forcément la guerre à l'Est, la République démocratique du Congo, parce que la guerre, elle est parsemée partout dans le monde. Et pendant qu'elle était en train de chanter, je me suis dit, si un musicien ou une musicienne peut arriver à décrier la guerre, mais où est la place de l'écrivain? Qu'est-ce que l'écrivain devrait faire face à la guerre? S'il ne parle pas, donc il y a une forme de complicité. C'est comme ça que j'ai eu mon inspiration ces dimanches-là à travers les chants de cette dame qui a vigoureusement réprimé la guerre. Elle en a donc parlé. C'est comme ça que lorsque j'ai regardé la guerre à l'Est, j'ai regardé de guerres qui nous environnent, qui environnent le monde. Et peut-être, je m'imagine, en dehors du monde, il y a d'autres guerres. Je me suis dit qu'il valait la peine d'en parler. Un cri contre la guerre, c'est cri. Aidez-vous, auteur? Exactement. Un cri contre la guerre, c'est qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui crie. C'est une âme qui s'élève pour pleurer. Donc, pour moi, c'est une façon de pleurer. De dire à ceux qui pleurent aujourd'hui la guerre, les victimes, que nous sommes autant victimes. Parce qu'en fait, il y a de gens qui meurent physiquement, mais il y a de gens qui meurent mentalement, psychologiquement, moralement même, de gens qui perdent la lucidité, de gens qui perdent l'humanité au nom. C'est une mort. C'est comme ça que même nous, qui nous sentons martyrisés par cette guerre ou par ces guerres, nous crions, nous pleurons. Parce qu'à travers les écrits, un auteur peut déverser autant de larmes qu'il ne déverse celui qui souffre physiquement. Alors, cher auteur, est-ce que vous êtes l'une des victimes de guerre? Vous également. Parmi tant d'autres. Vous également. Y compris moi? Oui. Donc comment vous le démontrez? La guerre, en fait, elle n'a pas qu'une victime. D'ailleurs, même le bourreau lui-même, il devient victime de sa propre atrocité. Ah bon? Ah oui. Autrement dit, vous savez, dans le fonctionnement de l'humanité, même dans le néocolonialisme lui-même, tout celui qui en veut à l'autre construit indirectement une chute contre lui-même. Parce qu'en fait, en créant la guerre, en menant la guerre, en provoquant la guerre, en incitant la guerre, en réveillant la guerre, on est en train indirectement de pouvoir conditionner son avenir par la guerre. Parce que même quand vous n'aimerez plus la guerre vous réclamera parce que vous l'avez incité. Donc, la guerre, inévitablement, fait partie presque du vécu quotidien. Exactement. Dans le monde, pratiquement, aujourd'hui, la guerre prend le 3/4, je peux le dire ainsi, le 3/4 de l'humanité. La plupart d'endroits, il y a la guerre.
Et si on ne peut pas parler de la guerre mondiale aujourd'hui, c'est parce que peut-être toute l'humanité n'est pas déversée dans une guerre orientée. Mais aujourd'hui, il faut parler de la guerre internationale, de la guerre mondiale, dans le sens où peut-être on n'est pas en train de s'enchevêtrer, mais les guerres sont parsemées. En RDC, il y a la guerre. Lorsque vous allez au Mali, il y a la guerre. Vous allez au Burkina Faso, il y a la guerre. Vous allez en Israël, il y a la guerre. Donc, dans tout le continent, dans presque tous les pays, il y a la guerre. Et alors, on ne parle pas de la guerre mondiale? On n'en parle pas parce que certainement toutes les forces ne sont pas unies contre une autre force, mais la guerre, elle est planétaire pour le moment et il faut décréter ce monde comme un monde de guerre. Alors, dans votre ouvrage, Un cri contre la guerre, vous parlez des raisons qui font à ce qu'il y ait guerre. Exactement. Nous sommes en train de prélever quelques raisons à la lumière de notre compréhension, de notre recherche, que voilà, aujourd'hui, au nom de la protection des intérêts fastidieux, des intérêts égoïstes, du manque d'altruisme, du manque de la compassion, de l'empathie, je peux dire ça comme ça. Aujourd'hui, l'homme devient un loup pour un autre homme. Et pourtant, l'homme avait des ennemis dans le passé. C'était le réchauffement climatique, c'était les oiseaux pillards, c'était les animaux féroces. Mais aujourd'hui, en effet, on n'a plus comme ennemi toute cette créature-là. Là, l'homme devient un danger pour l'homme. Exactement. Donc là, les animaux se respectent. Là, les bêtes ou les oiseaux se respectent. Désormais, c'est l'homme qui reprend la peau de cet animal-là. Cet animal méchant. L'animal semble se développer féroce. Et l'homme regresse, dégringole. Vous comprenez donc à quel niveau les raisonnements humains dans ce que vous et moi appelons aujourd'hui la modernité. Enfin, la modernité appelle l'homme à la chosification, à l'animalisation de son intellect, à la régression de son évolution. Et c'est exactement ce que nous appelons aller de l'avant, c'est ce que nous qualifions de l'évolution, de la civilisation et d'une culture évoluée. Alors, dites-nous, cher auteur, il y a guerre partout, vous l'aviez dit dans votre ouvrage. Exactement. Et comment arriver à éradiquer toute cette guerre-là? Voilà, j'étais déjà en train de dire dans le livre que la guerre, elle peut être éradiquée. Et déjà, ce qu'il faut signaler, c'est qu'en effet, la réponse à comment la guerre va finir, la réponse à quand est-ce que la guerre va finir, elle n'est pas en fait la réponse de l'écrivain, du chercheur. Les chercheurs posent le problème, ils posent de problématiques. Peut-être, je peux vous proposer mes hypothèses, mais en effet, le véritable répondant, c'est lui qui peut nous dire en réalité à quand la guerre cessera. C'est le bourreau, peut-être lui-même, peut-être la victime, peut-être vous et moi. Et donc, chacun de nous a une réponse à donner face à cette guerre incessante, sempiternelle, entretenue d'ailleurs par nous-mêmes. Il vous arrive, vous, d'entretenir de guerre, peut-être consciemment et inconsciemment. Et donc, pour nous, comment la guerre peut finir, je pense que c'est une invitation que nous lançons à l'humanité, au monde, à ceux qui nous entendent, à des âmes sensibles, à des âmes compréhensives, que la conscience humaine. Là, vous suppliez à toutes ces personnes-là. C'est une supplication ou ça doit être une révolte? Je ne fais pas ici une leçon de morale. Voilà, le livre, c'est un produit intellectuel, c'est un produit des raisonnements. Et le raisonnement, même avec les philosophes les plus anciens, ils nous disent que le raisonnement, il peut être accueilli ou non. Et donc, pendant que je présente ma manière de réfléchir, je n'ai pas autorité intellectuel ou scientifique de pouvoir imposer ma manière de réfléchir. Mais je suis plutôt en train, pas comme moraliste, mais comme un interpellateur, je suis en train d'interpeller le monde à comprendre qu'en fait la paix ne viendra que de nous. C'est pourquoi, lorsque vous lisez l'ouvrage, vous allez, si vous tombez sur la page 29, vous allez trouver là à l'intérieur, je parle d'un monde nouveau. D'où vient ce monde nouveau? Et déjà, la première phrase, je suis en train de dire, nous voulons un monde nouveau. Le nous, c'est une conjugaison
une conjugaison multi-sectorielle. C'est vous et moi, c'est chacun d'entre nous. Donc, Donc la paix, visiblement, ou on vous entendre dire, Oui. ça devrait être l'apanage de tous. Exactement. Pas d'une seule catégorie de personnes. la paix ne viendra que de la main de chacun, de la contribution de chacun. C'est ce que j'ai appelé un monde incolore. Voilà, aujourd'hui, on est en train de nous dire, vous êtes blanc, je suis noir, vous êtes jaune, vous êtes rouge, vous êtes, je ne sais pas, café. En fait, on invite le monde à l'idéologie de la différence. Cette idéologie de la différence, est-ce que quelque part n'est pas nourricière de la guerre? Le fait de distinguer, de différencier les hommes, est-ce que ce n'est pas une idéologie de la différence qui vient créer la guerre? Mais lorsque chacun de nous comprend que nous sommes un monde incolore, où le blanc est noir dans son âme et le noir est blanc dans son cœur, je pense que nous serons dans un monde où l'unité va être plus puissante que la guerre, où l'unité va renvoyer la guerre. L'unité va dire à la guerre, nous ne te connaissons pas. Vous connaissez l'Afrique traditionnelle. Lorsqu'il y a un problème, qu'est-ce qu'elle fait? Mais on s'invite autour du feu. On est en train de manger, on est en train de boire un verre de vin sans le pain et on est en train de manger. Et pendant qu'on mange, on est en train de traiter Vous les insinuez contentieux. des négociations qui peuvent être envisagées Probablement. entre bourreaux et victimes. Ah oui, mais c'est parmi les raisons, ou c'est parmi les canaux pour Et arriver là, à vous la... remettez en cause ceux qui estiment que la guerre, pour qu'elle prenne fin, il faut en créer une. Attention, pour que la guerre prenne fin, il faut créer une autre guerre. Ça, c'est une imagination, c'est une pensée. Je la respecte. Je n'ai pas ici droit de dire non au raisonnement de l'autre. Mais en effet, lorsque nous sommes face à la guerre, il faut comprendre chacun de nous quelle est l'idéologie fondamentale, l'idéologie primaire. Qu'est-ce que la personne qui demande que la guerre soit bannie par la guerre, qui est-elle? D'où vient-elle? Qu'est-ce qu'il a ou elle a comme préjugé, présupposé dans son arrière-pensée? Peut-être des gens qui pensent que la guerre ne peut prendre fin que par la guerre, ne sont-ils pas eux-mêmes les initiateurs principaux de la guerre? Donc, Non, cette voie-là ne peut vraiment pas être envisagée, on vous entendre dire. personnellement, je ne pense pas. De voir les choses. Personnellement, je ne pense pas que la guerre ne peut prendre fin que par la guerre. Il y a plusieurs autres alternatives, mais la paix intérieure, mais la conscience humaine, mais le fait de comprendre que voilà, votre territoire s'arrête là et mon territoire commence ici, s'arrête là. Cette volonté mais votre humaine, territoire est giteux et de l'autre côté il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on fait? c'est quel territoire qui est giteux ou giteux? C'est lequel? C'est le mien. Et généralement, on le dit, la belle femme, c'est la femme d'autrui. Ça, c'est pour de gens qui ont un cœur tortueux, un cœur belliqueux, un cœur de quelqu'un qui n'aime pas la paix. En fait, aimer la paix, c'est exactement cet appel à la prise de conscience, à la protection de l'humanité. L'humanité ne vous appartient pas, l'humanité ne m'appartient pas. Nous avons le devoir de léguer cette humanité à son propriétaire, conformément à comment il nous l'a remise. Donc, vous devez comprendre que cette humanité dans laquelle nous vivons, elle a besoin de la paix, elle a besoin des cœurs qui sont unis, des cœurs consciencieux qui peuvent, à travers leur manière de vivre, provoquer la paix. Votre paix, la paix que vous provoquez en vous, autour de vous, ne vous en faites pas, va engendrer d'autres paix, va influencer. Vous parlez de la communication de la paix. La communication de la paix. Et c'est possible. Exactement, c'est possible parce que voilà, l'homme est un être sociable, il est un être social. Et donc tout ce que l'homme fait, de bien comme de mal, il influence toujours d'une manière ou d'une autre. Dans votre ouvrage, vous parlez également de cette guerre qui peut être qualifiée de tribale et les conséquences sont fâcheuses. Exactement, on est en train de parler d'une multiplicité de guerres. En fait, l'homme pense qu'il n'est guerre que ce qui est guerre, c'est que nous voyons trottement de balles, enfin trottement de bottes, les balles et consorts. La guerre n'est pas que ça. Moi, je pense que est guerre tout ce qui peut ôter à l'homme sa paix.
et guerre tout ce qui peut enlever à l'homme son humanité. Alors regardez quand vous retrouvez quelque part où on vous demande, vous êtes de tel endroit, moi je suis de tel endroit, qu'est-ce que l'on crée ? Probablement, comme je suis d'ailleurs en train de le dire dans le livre, on provoque intentionnellement une division. On provoque pratiquement une tension parmi les hommes. Vous voulez me dire indirectement, je ne vous accepte pas. Et quand vous me dites que vous ne m'acceptez pas, indirectement, vous êtes en train de créer à l'intérieur de moi un manque de paix et donc, par conséquent, une guerre. Et comme toujours, vous avez compris que les Blancs ont créé cette image, ces mots-là dans nos têtes à travers le racisme que nous avons d'ailleurs reproché à leur manière d'être. Ils ont dit, vous êtes de Noirs, nous sommes de Blancs, vous ne pouvez pas vivre avec nous dans un même quartier, vous ne pouvez pas épouser nos frères, nos sœurs. Mais si aujourd'hui, le Blanc peut comprendre que le Noir peut épouser ma sœur, mais le Noir lui-même, il commence à demander à l'autre Noir d'où vient-il? Je ne peux pas te donner ma sœur. Mais ça devient plus grave. Ce qu'on a reproché aux Blancs, nous les faisons nous à notre tour, et un peu comme un cercle vicieux. Alors, au-delà de ces tests qui portent sur un monde nouveau, à la page 29, oui. Vous parlez du serment, mais ce qui semble attirer mon attention, c'est quand vous parlez de héros. Alors, votre style paraît semblable à celui du professeur Christian Kunda. Vous pouvez faire découvrir à ces milliers de téléspectateurs les goûts pratiquement de ces tests. Alors, héros. La particularité. Héros. Endormez-vous sur ces pierres, pierres calmes, pierres équillantes. Endormez-vous sous la main de mère, sous l'étoffe relique du bon Dieu. Et vous, chantez vos cantiques de vos cachettes salopées et de vos méditations amoureuses. Et vous, héros, emballez vos fins dans ces cabas glorieux, dans votre hardiesse finesse. Battez vos flûtes belliqueuses, voir ces vagues rasées, ces flots timides. Héros, voici vos chants, louanges de braves, vous dont visage aimant torture le mou, chantez gloire pour les chars étirés. Je ne puis m'offrir ces vaines victoires et ces vibrants hommages. Héros, prends ta barbe en main, saoule ton ardeur de vin. Vous pouvez vous limiter là. D'accord. Cette narration, on sent du Christian Kunda, les sénateurs. Attention. Est-ce que c'est pratiquement votre idole en écriture? Il faut faire attention. C'est lui qui nous a d'ailleurs dit qu'il faut écrire comme vous. S'il y a ressemblance, moi je pense, avec beaucoup d'inclination que nous avons pour le professeur, c'est l'un de nos maîtres, je pense que c'est bien hasardeux. C'est vrai, j'ai l'habitude de lire ces ouvrages. J'ai l'habitude de lire ces ouvrages au même titre que Witmulongo, que Kilanga Musinde et les Vumbio Kamudimbe sont de gens que nous lisons. Mais est-il qu'en effet, dans le façonnement du style littéraire, peut-être, il peut y arriver qu'on ait de la stylistique comme telle, choix de mots comme tel autre, mais en fait, on s'est créé un univers personnel. Et là, c'est le cas avec vous. Vous vous êtes créé un univers personnel. Un univers personnel. Où il y a quelqu'un qui constitue votre guidance. Attention. Dans cette démarche en fait, littéraire. il faut dire, moi je pense que même avec Christian Kunda, notre professeur, il a également de gens. Depuis le commencement, quand il était en train de nous citer, les gens comme le Baudelaire, les gens comme le Guy de Maupassant, ce sont des gens qui ont façonné son être intérieur, son être de littéraire. Mais enfin, quand on me demande à moi aujourd'hui, est-ce que j'écris comme Christian Kunda? Pas vraiment, parce que je me dis, je l'ai lu plusieurs fois, les rencontres, les rencontres ou les ressemblances dans le choix de mots, dans le choix des figures de style, peuvent être là, mais avec un style, une orientation assez différente. Parce que lui, il peut avoir ou cacher ses vérités. Vous connaissez bien qu'il a un style hilarant. Quand il est en train d'écrire, vous avez tendance à rire.
Mais quand vous lisez ça, vous avez tendance à vous énerver, vous avez tendance à vous révolter. Donc il y a toujours de points, des endroits où, de façon critique, il y a toujours différence. Alors, revenons à la thématique principale, cher auteur. Quelles sont les précautions que vous préconisez, ou des solutions que vous préconisez pour que la guerre ne puisse toujours pas régner en créant des victimes sur l'ensemble de la planète qui serait en danger, selon votre description? Déjà que toutes les fois qu'il y a la guerre, ça devient toujours différent que de demander à la guerre de s'arrêter, parce que quand elle dormait, quand elle était tranquille, l'homme l'a réveillée. Et lorsque la guerre se réveille, la guerre devient éternelle. Éternelle pourquoi? Parce qu'en fait, le bourreau d'aujourd'hui devient la victime de demain. Et lorsqu'il est victime demain, il devient bourreau, ça devient comme un chaînon continuel. Donc aujourd'hui, vous êtes agressé. Rassurez-vous que ce sont des images que vous êtes en train d'emmagasiner. Dans votre surmoi se trouve un ensemble d'images que vous avez enregistrées. Ces images-là conditionnent pratiquement votre fonctionnement à venir. Et donc, qu'est-ce que vous allez demander à un enfant qui regarde aujourd'hui impuissamment, incapablement? Il voit, il regarde son père, sa mère devant. On est en train de violer sa mère. On introduit je ne sais quel type de matériel dans le corps de sa mère. On égorge son père. On lui demande de boire le sang de son père. Toutes ces images, cette peinture-là, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas, comme je peux l'appeler, un dessin animé. Pas du tout. Ce sont des réalités qui restent gravées dans les cœurs humains, dans l'esprit de l'homme, et qui plus tard, lorsque l'homme devient capable, ça se répercute et il devient ce qu'il a, c'est à quoi il a été confronté. Donc il faut dire que pour arrêter la guerre, ce qu'il faut préconiser, c'est qu'il faut ne pas faire confronter les gens à la guerre. Arrêter tout de suite la guerre. Il faut l'arrêter maintenant. Si on ne l'arrête pas maintenant, on la nourrit. Parce que la guerre d'aujourd'hui, elle est précurseur ou précurseuse, je ne sais pas si ça s'est dit. Elle annonce pratiquement la guerre de demain. Donc dites-vous que la guerre, par exemple, qu'il y a entre la République démocratique du Congo et M23 et le Rwanda qui s'en mêle, dites-vous que le Rwanda a déjà provoqué sa propre guerre vers les années 1930, 2030, 2050. Parce qu'on ne sait jamais qui devient qui dans ce pays et quelles sont les images que le Rwanda lui a offertes. Alors, cher auteur François Lambert Kyonge, dites-nous, qu'est-ce qui constitue votre public cible en mettant sur pied cette œuvre de l'esprit, un cri contre la guerre? Voilà, à tous ces belliqueux, à toutes ces victimes, à vous également, nous qui sommes les initiateurs de la guerre et nous qui sommes victimes à la fois. Vous savez, on peut être victime à la fois et bourreau. Pendant que vous combattez de l'autre côté, vous êtes combattu ici. Et donc, dites-vous que tous ceux-là qui vivent la guerre, qui entendent parler de la guerre, qui refusent la guerre, qui aiment nourrir la guerre, toutes ces personnes-là sont concernées par cet ouvrage. Et donc, je vous invite à vous, cher Christian, je sais déjà que vous l'avez suffisamment lu, vous l'avez bien déchiré, et je crois qu'en lisant cet ouvrage, c'est une invitation collective que nous faisons à l'humanité, au monde, aux jeunes comme aux grands, de pouvoir arrêter avec la guerre. Ici, on doit préciser que vous n'êtes pas le premier à pouvoir aborder une telle thématique. C'est quoi cette bouffée d'oxygène qu'apporte ce livre, Un cri contre la guerre? Voilà, un peu comme notre originalité. Voilà, du point de vue de l'originalité, je fais ici de la poésie, je ne fais pas du nouvellisme, je ne fais pas du romantisme dans ces livres. Déjà que c'est une poésie sur la guerre, ce qui est plus ou moins rare. Donc faire de la poésie sur la guerre. Mais du point de vue de l'idéologie, dans le contenu idéologique, il faut plutôt comprendre qu'à travers ce livre, nous sommes en train d'inviter chacun de nous à comprendre que nous sommes à la fois de bourreaux,
nous sommes des initiateurs de la guerre et que nous pouvons, nous, en arrêtant notre guerre intérieure, arrêter la guerre que nous voyons à l'extérieur. Tout ce que nous sommes en train de voir, tout ce que nous sommes en train de décrier, je pense que si nous pouvons commencer par nous-mêmes, mettre fin à la guerre qui nourrit nos corps, nos cœurs, nos esprits. La guerre intérieure. Exactement. Il faut s'en débarrasser afin de communiquer cette lumière-là. Exactement. S'il n'y a pas cette guerre-là intérieure, je pense que vous allez communiquer la paix autour de vous et la paix va dominer dans le monde. Cher auteur, comment obtenir cette œuvre de l'esprit? Voilà, ce livre, déjà, il est publié chez Callures Éditions. C'est une édition qui se trouve vers le campus. Vous arrivez au niveau de l'arrêt Docteur. Alors, cher auteur, François Lambert Kiyongé, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions encore une fois. Merci à vous qui nous avez suivis de plus près à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement, cette fois-là, pour vous faire découvrir notre ouvrage. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.